Personne aux États-Unis ne sera, sur la base de son sexe, exclu de participer ou discriminé d'aucun programme d'éducation ou activité recevant une assistance financière fédérale. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Bravo! Là, j'applaudis. L'amendement Title IX, titre 9, est adopté aux États-Unis en 1972. En gros, ça signifie que l'État interdit toute discrimination sur la base du sexe dans ses programmes d'éducation. Et ça change les choses en sport. Avant, en gros, il y avait très peu d'équipes féminines universitaires et encore moins de ligues universitaires. Avec le titre 9, c'est désormais obligatoire de mettre ça en place. Alors bien sûr, il y aura des résistances de la part de certaines universités, des résistances de la part des sports, qui préfèrent se concentrer sur l'aspect masculin. Et il n'y aura pas de ligue de basket avant 1981 par exemple, ou pas de ligue de hockey avant 2001. On voit donc que ça prend du temps, mais les choses commencent à bouger pour le sport féminin. On voit donc cette première partie du changement pour les femmes dans le sport qui intervient de manière externe au sport, de l'extérieur, du monde politique. Mais on a aussi une grosse partie du changement, une révolution même, qui va venir de l'intérieur par les sportifs eux-mêmes, ou plutôt par les sportives elles-mêmes. On a vite abordé avant le tennis, mais désormais on va s'y attarder, parce que ça va être un des foyers de la révolution féminine dans le sport. En 1968, c'est le début de l'ère Open, c'est la fin de l'amateurisme au tennis, surtout pour son versant masculin. Du coup, il y a désormais beaucoup plus de rétribution lors des tournois, ce qui augmente encore les grosses inégalités entre les sexes. À Wimbledon, le prize money, on en a parlé, il est 2,5 fois plus grand en 68 pour les hommes. À l'US Open, c'est encore pire, en 1970, c'est du 12 contre 1, donc la gagnante gagne 12 fois moins que le gagnant. Au-delà du prize money, les femmes sont très discréditées dans le tennis, qui est alors dirigé par des hommes, qui étaient anciennement des professionnels, et qui sont familiers avec un sport aux traditions patriarcales. Super l'ambiance au tennis. En 1970, c'en est trop. Plusieurs joueuses veulent que ça change. Elles vont donc mettre en place des actions concrètes, parce que sinon c'est compliqué de faire bouger les choses, vu que c'est que des hommes à la tête du tennis professionnel. Elle trouve cependant du soutien avec une des rares figures féminines dirigeantes de quelque chose dans le tennis, Gladys Heldman, qui est directrice du magazine World Tennis. Elle, c'est une businesswoman qui a vraiment les contacts et qui croit en le tennis féminin. Main dans la main, les joueuses plus Gladys vont rompre avec les instances dirigeantes du tennis de l'époque pour créer leur propre circuit exclusivement féminin. C'est décidé, elles boycotteront l'USLTA, la fédération de tennis américaine, jusqu'à ce que des primes égales soient données pour les joueuses et pour les joueurs. Le 23 septembre 70, 9 joueuses, les Original 9 comme elles sont appelées, elles signent un billet d'$, symbole de leur adhésion au nouveau circuit féminin, le Virginia Slims Circuit. Ce nom, il vient du sponsor principal du circuit, qui est Philip Morris, une marque de cigarettes que vous connaissez sûrement, qui dans les mêmes années surfe sur la vague d'émancipation de la femme, avec la seconde vague féministe, pour essayer de faire du business. En gros, Philip Morris a créé une cigarette pour les femmes, fines, élégantes, les fines de Virginie, les Virginia Slims. Personne ne voulait vraiment financer le tennis féminin, sauf que Philip Morris a cette vision qu'en soutenant le sport féminin, il soutient la cause féminine, et il va peut-être pouvoir vendre plus de cigarettes. Alors effectivement, c'est difficile à dire si le soutien financier de Philip Morris, c'est vraiment un soutien à la cause féminine, surtout qu'avec ces Virginia Slims, la boîte contribue à cette image genrée traditionnelle de la femme fragile qui doit fumer des cigarettes plus fines. Donc voilà, il y a quand même une bonne partie qui est pour de l'image marketing, mais le fait est que ça permet au tennis féminin et au sport féminin de se développer, donc elle ne crache pas dessus.
Voilà pour le petit point cigarette. Revenons-en à nos joueuses, les Original 9. Qui sont-elles ? Eh ben, c'est des joueuses avec un certain palmarès. On a notamment Kerry Melville, une Australienne qui est dans le top 10 mondial, Nancy Richie, qui a déjà gagné 2 titres du Grand Chelem, et surtout, on a en figure de proue Billie Jean King, qui a déjà alors gagné l'Open d'Australie, l'US Open et 3 fois Wimbledon. Elle a aussi plusieurs fois été numéro 1 mondial, sa présence donc donne une certaine légitimité au projet. Plus que de la légitimité, sa présence, elle fait chier tous les organisateurs du tennis traditionnel. Parce que eux, quand ils organisent un tournoi, ils aimeraient bien que Billie Jean, elle vienne, rapporter un peu de fame au tournoi, et en plus, elle coûte pas cher, vu que c'est une femme et qu'elles sont moins payées à cette époque. Donc, Billie Jean s'inscrit vraiment comme la figure majeure de ces Original 9 et de cette révolution féminine dans le tennis. Donc voilà, les Virginia Slim Series prennent donc leur envol. Le premier tournoi a lieu à Houston, avec un prize money de 7500$ pour la gagnante, ce qui est autant que ce que gagnaient les hommes dans des tournois classiques à l'époque. La première année du circuit est une réussite, et même si plusieurs joueuses ne veulent pas rejoindre le Virginia Slims, de peur de plus être soutenues par la fédération américaine, l'USLTA, à la fin de l'année, après 19 tournois, il y a quand même 40 joueuses qui ont rejoint le circuit, attirés par l'engouement et les primes plus équitables aussi. Évidemment, cette réussite du circuit féminin, ça plaît pas à tout le monde. Idéologiquement, il y a beaucoup d'hommes qui sont contre cette émancipation de la femme sportive. La femme qui sort dans la sphère publique, qui pénètre un bastion masculin, le sport, ça va vraiment pas. Économiquement non plus, c'est pas très bon, parce que l'émergence d'un nouveau circuit, en dehors de la fédération américaine, c'est de la concurrence. Et puis, il y a de plus en plus de joueuses qui participent à ce nouveau circuit, et qui donc participent plus à nos tournois classiques, ce qui est vraiment pas vu d'un bon œil. Du coup, il y a des détracteurs qui vont commencer à réagir, en essayant de justifier les inégalités entre tennismen et tenniswomen. Le but, c'est de rendre illégitimes les revendications des femmes dans le tennis, et donc de décrédibiliser le Virginia Slim Circuit. On a par exemple Jack Kramer, qui est un ancien joueur et désormais commentateur et organisateur de tournois. Pour lui, c'est normal que les femmes soient payées moins, parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser sur le plan physique, et surtout, elles sont incapables de supporter la pression comme les hommes. Je suis d'accord, c'est très douteux comme raisonnement, mais il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par les arguments de Kramer, et qui donc n'en pensent pas moins. On a aussi une autre figure de cette lutte anti-féministe, si je peux dire ça, c'est un ancien joueur du nom de Bobby Riggs. Il a gagné 2 tournois du Grand Chelem dans les années 30-40, il était vraiment talentueux, mais il est devenu un peu un pauvre type de 55 ans, accro aux paris en tout genre, qu'il paye en faisant des matchs d'exhibition à droite à gauche aux États-Unis. Alors ça, il fait ce qu'il veut, s'il veut parier, il peut parier, mais je dis surtout que c'est un pauvre type parce que il est bien macho, avec des déclarations du genre « Le tennis féminin, c'est de la merde. Ok, tu peux voir des belles jambes, mais c'est le jour et la nuit comparé aux hommes. » Bon, ça va, parce que Bobby, il a un grand respect pour les femmes. Il les aime vraiment. Je les aime, dans la cuisine ou dans la chambre, dans des lieux où elles peuvent rivaliser. Mais quel beauf! En gros, ses passions, c'est le tennis et le sexisme. Son gagne-pain, c'est les matchs d'exhibition et les paris. Alors, il a une idée de génie, Bobby. Pourquoi pas allier tout ça ? Sa super idée, c'est de revenir sur le devant de la scène par la provocation à outrance. Il déclare qu'aucune joueuse en activité, même la meilleure, ne pourrait jamais venir à bout du retraité de 55 ans qu'il est, et qu'il est prêt à le prouver. Bien sûr, il veut jouer contre Billie Jean. C'est une des meilleures joueuses, voire la meilleure joueuse, et c'est surtout la chef de file du mouvement féminin dans le tennis. Mais Billie Jean refuse. Elle a sûrement compris qu'elle avait trop à perdre pour le tennis féminin en pleine expansion. Alors Riggs va pas baisser les bras, mais va se tourner vers l'autre star de l'époque, l'Australienne Margaret Court, qui est considérée à cette époque peut-être comme la meilleure joueuse de tous les temps. Elle fait pas partie du Virginia Slims, elle a fait quelques tournois par-ci par-là, mais elle a une position plus conservatrice et elle veut pas quitter la fédération australienne, donc elle a pas rejoint le projet, même si elle avait été approchée initialement. Du coup, elle a moins à perdre que Billie Jean King. Elle a pas tout un circuit qui compte sur elle, tout un mouvement qui compte sur elle, et elle a beaucoup à gagner. Parce que même si elle a remporté de nombreux grands chelems, dont l'Open d'Australie cette année-là, et qu'elle est numéro 2 mondial, elle gagne pas énormément d'argent. Alors un vieux qui propose 20 000 $ pour participer à un match, ça semble être une aubaine. Elle accepte.
De base, pour Margaret Court, c'était juste un match d'exhibition, mais elle se rend compte que c'est bien plus à l'approche du match. Bobby Riggs continue de faire sa pub dans les médias. Il parle du match le plus important de l'histoire, il dit que toutes les femmes comptent sur Margaret, que si elle perd, la question sera réglée. Si elles ne sont pas capables de battre un retraité de 55 ans, elles méritent même pas la moitié du salaire des hommes. Le 13 mai, le jour de la fête des mères, à Ramona, en Californie, l'événement tant attendu a lieu. Il y a environ 3500 fans, une diffusion télé en direct sur CBS Sports, mais finalement ce sera un non-événement. Margaret Court est mangée par la pression. Elle a tout à perdre. Riggs, lui, a pas grand-chose à perdre. Et du coup, elle joue mal. Riggs, lui, joue son va-tout, avec un jeu lent, des lobes, il ralentit le jeu, parce que, évidemment, il est un peu vieux, donc il peut pas courir comme s'il avait des jambes de 20 ans. Le résultat est sans appel, 6-2, 6-1. Ce match sera surnommé le massacre de la fête des mères. Riggs jubile, il a tout gagné. Il a prouvé son point, il est de nouveau sur le devant de la scène, et en plus il a gagné les $20 000 promis au vainqueur. Il déclare après le match: « Comptez sur moi maintenant. Maintenant, je veux Billie Jean King. Je la jouerai sur terre battue, gazon, bois, ciment, marbre, ou sur des patins s'il le faut. On doit continuer ce truc des sexes. Je suis un spécialiste des femmes. Je vais aller partout dans le monde pour challenger les grandes championnes. Angleterre, France, partout. Moi contre elles, la bataille des sexes. » Bon, on voit avec ça que Riggs, c'est surtout un fanfaron. Alors oui, il a des idées sexistes en fond, bien sûr, mais lui, il est surtout excité à l'idée de réexister dans les médias, de se faire connaître. En fait, il aime trop ça. Il a vu une opportunité, jouer contre des femmes, il compte bien la creuser au maximum. D'ailleurs, on notera qu'il n'y a pas de réelle animosité des joueuses envers lui. Elles le voient vraiment plutôt comme un clown que comme un véritable adversaire. Mais un clown quand même qui peut desservir la cause féminine. Parce que même si c'est juste un clown, sa victoire contre Margaret Court, ça fait un peu chier notre cause féminine. Même si elle faisait pas partie du circuit, elle représentait quand même indirectement les femmes. Du coup, tout le mouvement est discrédité. Surtout que le même été, juste après la défaite de Court, la WTA, Women's Tennis Association, est créée, juste avant le tournoi de Wimbledon. Dans la lignée du Virginia Slim Circuit, la WTA, c'est une organisation globale qui regroupe toutes les joueuses de tennis professionnelles du monde pour avoir une voix unique, forte, et essayer de négocier pour une égalité de traitement. C'est toujours l'association qui gère le tennis féminin actuellement d'ailleurs. Et qui c'est qui est à l'initiative de la création ? La boss, tout simplement, Billie Jean. Mais du coup, cette nouvelle association, elle a moins de crédit après la défaite de Margaret Court face à un vieux de 55 ans, retraité, Bobby Riggs. Alors, qui doit aller sauver les meubles ? La boss, Billie Jean King. À ce qui paraît, elle s'était promise que si Court perdait, elle irait défier Riggs. Chose promise, chose due, elle accepte le défi en juillet. Alors il y a plusieurs raisons à son changement d'avis, parce que vous vous rappelez, elle n'avait pas accepté initialement. Déjà, clouer le bec à Riggs parce qu'il fait beaucoup trop le fou celui-ci. Ensuite, montrer que le tennis féminin vaut mieux que ça. Rapporter du crédit au mouvement. Il y a aussi les $100 000 promis au vainqueur, 5 fois plus que pour le match contre Court, qui sont évidemment alléchants. Vous imaginez, ça représente $700 000 actuellement. Et enfin, ce match pourrait peut-être créer une visibilité sans précédent pour un match de tennis, vu qu'il est en live sur ABC, en prime time, et juste être une bonne vitrine pour le tennis en général, mais même pour le tennis féminin. Le match aura donc lieu le 20 septembre. Mais avant cela, évidemment, les deux protagonistes doivent le préparer un maximum. Sauf qu'ils le font pas de la même manière. Et ça, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, c'est quelque chose qu'on voit assez bien, même si c'est peut-être mis en scène de manière un peu exagérée, dans le film La bataille des sexes, qui est sorti en 2018, je crois, qui retrace justement l'histoire de ce match entre Billie Jean King et Bobby Riggs. On voit d'un côté Bobby Riggs, qui s'entraîne bien sûr, mais qui est ultra confiant après sa victoire sur Court. Il faut dire que la cote chez les bookmakers, elle est à 5 contre 1 pour lui. Il est surtout occupé à faire monter la hype autour du match en fait. Il enchaîne les apparitions dans les médias, les publicités, les extravagances. Durant les quelques mois qui précèdent le match, il est occupé à cultiver son image de male chauvinist pig, un porc chauvin masculin comme on pourrait traduire, ce qui est son surnom à l'époque. Du coup, il cherche à provoquer un maximum, parce que ça donne ensuite aux gens l'envie d'aller voir le match. Billie Jean, elle prend pas le match à la légère. Elle est consciente que l'enjeu est énorme, pour elle, pour la WTA qu'elle vient de créer, pour le sport féminin, et même pour les femmes en général.
Elle a vraiment à cœur de montrer la meilleure facette possible du tennis féminin devant la large audience qui suivra le match. Pour montrer à quel point ça lui tient à cœur, elle met même un ultimatum la veille au diffuseur télé en demandant que Jack Kramer, le commentateur qui a eu des propos sexistes, soit retiré de l'antenne, sinon elle refusera de jouer le lendemain. C'est accepté, le match aura bien lieu. On est donc le 20 septembre 1973 et bienvenue à l'Astrodome de Houston. Le grand jour de la bataille des sexes a sonné. 30 millions de personnes sur place, un record pour le tennis alors, et 90 millions de personnes devant leur téléviseur, un record aussi certainement. Et alors là, c'est le show à l'américaine mais avec tout ce qu'il y a de plus américain. Billie Jean King fait son entrée à la manière de Cléopâtre, déguisée, sur un char porté par 4 hommes torse nus, vêtus comme des anciens esclaves de l'Antiquité. Rien que ça. Riggs, lui, de son côté, il entre entouré d'une poignée de top modèles, vêtus de manière relativement sexy. Lui, il est vêtu d'une jaquette jaune Sugar Daddy, qui est une marque qui le sponsorise à hauteur de 50 000 francs pour jouer ce match. Et justement, il offre une sucette géante Sugar Daddy à Billie Jean King. À se demander si c'est une ref lubrique ou pas, je ne sais pas. Elle, en contrepartie, lui donne en échange un cochon, vu que c'est un male chauvinist pig. Dans le public aussi, il y a évidemment une bonne ambiance, avec des pancartes, « Je suis un cochon sexiste » d'un côté, Billie Jean présidente de l'autre, des gens déguisés, etc. On voit que malgré l'enjeu symbolique énorme que représente cette partie, il y a quand même une part de rigolade et de show. Mais dès que le match commence, ça devient vraiment sérieux. Dès le début de la partie, on sent que ce sera plus serré qu'à la fête des mères, que Riggs aura quand même plus de peine que contre Margaret Court. Après 3 jeux d'ailleurs, il enlève sa jaquette, ce qui est déjà une petite victoire. Mais Riggs domine quand même le début de match, avec son jeu lent, ses balles lobées, puis des brèves accélérations et une finition au filet, ou alors avec des services volés, il domine un peu Billie Jean King. Il fait le premier break et il met la pression sur la joueuse américaine. Sauf que Billie Jean, elle a des arguments pour elle. Numéro 1, les femmes ressentent pas plus de pression que les hommes. Ça, c'est n'importe quoi. Argument numéro 2, King a travaillé. Elle connaît les points faibles de Bobby Riggs, notamment en termes de déplacement. Il a 55 ans quand même. Du coup, elle le fait courir depuis le fond de court. Sans trop s'exposer, elle, mais elle varie la vitesse de ses coups, elle varie la longueur, et lui, il doit courir dans tous les sens. Elle débreak, et elle remporte le premier set 6-4. Puis, elle continue à bien jouer, à faire bouger un Bobby Riggs qui se fatigue de plus en plus. Les supporters de Billie Jean King s'extasient, dont ses potes des Original Nine qui sont venus la soutenir. Par contre, les supporters de Bobby Riggs, ils sentent que ça sent le roussi. Par exemple, Jack Kramer, qui peut pas commenter le match, mais qui pourra quand même dire ce qu'il en pense par la suite, il dit que Billie Jean joue pas si bien, qu'elle fait juste courir Riggs, que s'il avait été en forme physique, il aurait pu la battre. Une femme peut pas dominer un homme de la sorte. C'est surtout en fait qu'elle est beaucoup plus jeune. Ouin, bah oui Jack, c'est le principe du match, gros malin. King l'emporte du coup finalement assez aisément. 6-4, 6-3, 6-3, jeu, 7 et match. Victoire de la nouvelle vague sportive féminine sur l'ancienne école traditionnelle et patriarcale. Parce que oui, c'est bel et bien ça qui se jouait sur ce match. King le dit elle-même, si j'avais perdu, cela nous aurait ramené 50 ans en arrière. Ça aurait ruiné le tour féminin et affecté l'estime de soi des femmes en général. Alors ça, on saura pas vu qu'elle a gagné, mais ce qui est vrai, c'est que cette victoire, elle semble avoir été bénéfique pour la démocratisation et l'acceptation du sport féminin. On a évoqué en première partie les combats du sport féminin à cette époque, et on va observer maintenant l'effet qu'a eu la bataille des sexes sur ceux-ci. Et petit spoiler, on nuancera tout par la suite, mais laissez-nous rêver un peu d'égalité encore un petit moment. Premièrement, au niveau de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Avec ce match, Billie Jean King démontre que les femmes aussi sont capables de résister à la pression, qu'elles sont pas fondamentalement plus faibles mentalement, comme soutenaient certains dans leur théorie. Apparemment, King le dévoile dans une interview, Bobby Riggs lui-même lui aurait dit en lui serrant la main « Je t'ai sous-estimé ». Même lui l'admet. Dans la sphère médiatique et tennistique aussi, on ouvre les yeux sur la capacité des femmes. Arthur Ashe, qui est une légende de ce sport, déclarera « Ce match, c'était pas seulement une victoire pour Billie Jean King, mais un moment historique qui a montré au monde que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes,
pas seulement dans le sport, mais dans tous les domaines. En termes d'égalité salariale, c'est une victoire aussi. À l'US Open, dès 1973, on a des primes égales pour les hommes et les femmes. 25 000 $ pour les vainqueurs, hommes ou femmes. C'est une belle avancée, alors qu'avant, on avait au moins 30% d'écart entre les primes. Troisième point, la représentation médiatique. Ce match offre une visibilité sans précédent pour un événement touchant, à moitié ici, au sport féminin. 90 millions de téléspectateurs, comme on l'a dit, c'est le match de tennis le plus suivi de l'histoire alors. Cette réussite permet la signature l'année d'après d'un contrat télévisé entre la WTA et CBS pour la couverture télé du circuit féminin. On observe aussi un effet sur la représentation des athlètes féminines dans les médias, avec une augmentation supposée des parts d'audience sur les compétitions de tennis. Alors malheureusement, j'ai pas de chiffres pour affirmer ça, mais j'ai trouvé une étude qui montre qu'il y a une petite augmentation, mais qui est quand même significative, de la place des femmes en couverture du magazine sportif Sports Illustrated. Il y avait avant, dans les années 60, 1,3% des couvertures qui montraient une athlète féminine, et dans les années 70, 5,1%. Alors ça reste très peu, mais il y a une petite augmentation quand même. Quatrième point, on voit des structures institutionnelles sportives féminines qui se développent. Dans le tennis, par exemple, la WTA prend son envol. 9 joueuses originellement qui avaient signé le billet de 1 $ pour rejoindre le Virginia Slims en 70, 60 joueuses à la fondation de la WTA en 73, elles sont 250 en 1980 et plus d'1 millier aujourd'hui. Enfin, on peut estimer que ce match a permis à la femme sportive de prendre une dimension sans précédent, avec des femmes qui deviennent des icônes, des modèles, des stars, ou qui occupent des rôles à responsabilité. On le voit par exemple avec l'exemple de Billie Jean King, qui devient déjà une icône de la lutte féministe et qui occupe elle-même des postes à responsabilité, en étant notamment la première présidente de la WTA. C'est la première femme à diriger une institution sportive de cette envergure, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait du sport féminin géré par les femmes. On observe aussi par la suite, dans le sport en général, une démocratisation des femmes dans des postes de dirigeantes, avec une évolution claire depuis cette époque. Si on regarde les chiffres, par exemple le CIO, on avait dit la première femme membre du CIO en 1981, aujourd'hui 50% des membres sont des femmes, avec en prime une présidente élue cette année, Kirsty Coventry. L'effet se fait pas sentir que sur le tennis, aussi dans les autres sports. On observe par exemple une augmentation de la participation féminine aux Jeux Olympiques, avec des pourcentages de 15% de participation en 72, 23% en 84 et 50% la parité aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On a aussi plus de compétitions féminines qui se développent par la suite, avec en 1991 la Coupe du Monde de football, les débuts de la WNBA en 1996, etc. Bref, on dirait que la révolution féminine dans le sport a bien eu lieu. Vive le sport, vive l'égalité. Bon, je sais pas si vous le sentez dans vos écouteurs, mais il y a évidemment un peu d'ironie dans ma voix. Est-ce qu'on a vraiment atteint une égalité dans le sport ? Alors il y a eu des avancées, évidemment, comme on a pu les mettre en évidence, mais jusqu'à quel point ? Est-ce qu'on s'est vraiment rapproché d'un système sportif égalitaire ? Est-ce qu'on a obtenu la parité, des égalités salariales, une représentation accrue de la femme ? Spoiler, pas vraiment. On va reprendre les différents points que j'ai évoqués auparavant, des combats du mouvement féministe et de King dans le tennis, pour l'égalité, et les nuancer pour montrer que certes on a avancé, mais que la révolution, elle est que partielle. Même schéma, on prend les mêmes et on recommence. D'abord, les stéréotypes de genre dans le sport, ils ont certes changé, du moins ils sont plus évoqués aussi explicitement que disait Bobby Riggs par exemple, avec les femmes à la cuisine, au lit, etc. Mais ils sont encore bien présents ces stéréotypes, avec une représentation de la femme comme plus fragile et esthétique, et donc pas faite pour certains sports, qui est toujours bien présente. On a une étude de l'INSEE en 2014 qui montre qu'une personne sur deux adhère à l'idée selon laquelle il y a des sports qui conviennent mieux aux filles qu'aux garçons, et inversement. Et ça, évidemment, c'est un frein à la pratique sportive par les femmes, et à l'émancipation de la femme, parce que les filles, elles voient le nombre de disciplines dans lesquelles elles sont bien vues, limité. Aussi, souvent, les disciplines féminines sont souvent celles mettant en avant l'esthétique et la grâce. Ça ramène encore une fois la femme, même dans le sport, à un individu fragile qui se doit de paraître plutôt que d'être. Au niveau de l'égalité des revenus entre hommes et femmes dans le sport, alors oui, je vous ai pris l'exemple de l'US Open qui depuis 1973 donne des prize money
équitable entre les hommes et les femmes, qui est donc un des tournois pionniers. Mais dans le tennis, je vous ai pas parlé des autres tournois parce qu'il faudra attendre bien longtemps, 2001 du coup, pour qu'un autre tournoi du Grand Chelem, l'Open d'Australie, en fasse de même. Puis 2007 pour Roland Garros et Wimbledon, notamment parce que on estime que les femmes attirent moins de spectateurs. Sauf que les mêmes qui estiment ça, c'est aussi ceux qui décident que un match féminin se joue au meilleur des 3 manches, alors qu'un match de Grand Chelem masculin se joue au meilleur des 5. Du coup, évidemment, peut-être que le spectateur aura plus envie d'aller voir un match masculin qui est susceptible de durer plus longtemps. Donc ces inégalités, c'est la faute à qui ? Sûrement pas des joueuses qui s'estiment elles-mêmes capables de jouer au meilleur des 5 manches. Encore, pour montrer ces inégalités salariales, mais dans d'autres sports, en 2020, on peut noter que dans le classement Forbes des 100 plus grosses richesses sportives, il n'y avait que 2 femmes qui apparaissaient. Et là, on voit quand même l'héritage du tennis, parce que les 2 seules femmes, c'est Naomi Osaka et Serena Williams, qui sont 2 tennis women. Donc on a attendu longtemps en tennis pour avoir une égalité de prize money, mais on y est presque arrivé, du moins mieux que dans d'autres sports. Si on regarde des statistiques en football par exemple, le salaire moyen d'un joueur de football masculin en Ligue 1, il est de 115 000 € par mois. Ce qui est quand même assez colossal, surtout quand on compare au salaire moyen d'une joueuse féminine de Ligue 1 qui est de 4 000 €, soit un rapport de 1 pour 29. Elle gagne 29 fois moins en moyenne. Alors évidemment, les salaires astronomiques de certains joueurs font nettement augmenter la moyenne chez les hommes, et j'ai pas trouvé le salaire médian pour avoir peut-être un chiffre plus parlant, mais si on veut avoir un chiffre témoin de l'écart abyssal de paiement entre football masculin et féminin en France, on peut évoquer que le salaire moyen de l'équipe la moins bien payée de Ligue 1 masculine, soit le Havre, avec 22 000 € par mois en moyenne par joueur, est quand même supérieur au salaire moyen de l'équipe féminine avec la plus grosse masse salariale de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais féminin, qui est, elle, de 20 000 €. La dernière équipe homme est quand même plus payée que la première équipe femme. Pourtant, c'est le même travail qui est effectué par les joueurs et les joueuses. Alors bien sûr, il n'y a pas les mêmes enjeux économiques, mais encore une fois, c'est la faute à qui ? Je vous laisse vous faire votre avis. Bon, là je vous vois venir, vous allez me dire « Oui, mais le foot c'est particulier, c'est le sport business au maximum, c'est là où il y a les plus grosses inégalités. » Alors oui, mais il y a aussi des chiffres plus globaux dans le sport qui vont dans le même sens. Selon les chiffres de l'UNESCO par exemple, dans le sport en général, seul 0,4% du sponsoring est attribué au sport féminin. Et si vous voulez un exemple d'un sport qui n'est pas un pur sport business avec des paillettes, etc., qu'est-ce que vous dites d'un exemple en saut à ski ? Écoutons la sauteuse allemande Selina Freitag sur ce qu'elle a gagné pour s'être qualifiée à la compétition de Garmisch-Partenkirchen. Les hommes gagnent pour leur victoire en qualification 3200 francs suisses. Et moi hier, en gagnant, j'ai remporté des goodies de sponsors, du produit douche, du shampoing, des mouchoirs, et voilà. Ouais, malheureusement, on gagne même pas, 500 francs. Alors je veux pas en faire tout un plat, mais ouais, c'est quand même abusé ces différences. Voilà, pour ces inégalités salariales, je m'arrête là avec les exemples, je pense que vous avez compris. Le troisième point qu'on avait abordé, c'était la représentation du sport féminin dans les médias. On avait donné l'exemple de l'augmentation des femmes sportives en couverture des magazines Sports Illustrated. Une augmentation statistiquement significative, mais bon, qui est montée juste à 5,1% dans les années 70, c'est pas non plus incroyable. En plus, l'étude, elle parle aussi du type de photos mises en avant, qui montre que proportionnellement, il y a moins souvent des femmes qui sont mises en position active en couverture de ces magazines, en train de faire leur sport du coup, par rapport aux hommes. La plupart du temps, quand c'est une athlète féminine, c'est une photo qui est prise spécialement pour l'article. On représente donc moins la femme dans son sport, on voit moins l'image de la femme sportive. Bon, cette étude elle date un peu, je vous l'accorde, mais des recherches plus récentes sur la place médiatique de la femme montrent que c'est pas forcément beaucoup mieux aujourd'hui. Selon l'UNESCO, en 2018, seuls 4% des contenus médiatiques sportifs sont consacrés au sport féminin, et seulement 12% du contenu sportif est présenté par des femmes. Alors depuis 2018, ça a peut-être un peu changé, il y a peut-être eu une
une prise de conscience avec des efforts récemment, la volonté d'avoir de plus en plus de figures féminines à la télévision, mais il faut quand même admettre qu'elles sont souvent dans un rôle moins valorisé dans le sport. C'est plus rarement des consultantes, plus généralement des présentatrices. On accorde moins de crédit à leurs connaissances. C'est pas elles qui vont nous donner des éclairages sur le sport, mais plutôt juste présenter globalement l'émission. Je me permets juste encore de donner un autre exemple, parce qu'il est assez frappant, sur la représentation médiatique des athlètes masculins et féminins. J'ai lu que durant la Coupe du Monde féminine 2023, les médias français ont accordé environ 2 fois plus de visibilité, donc de temps d'écran, d'articles, de sujets qui le citent, à Kylian Mbappé qu'à l'intégralité des 23 joueuses de l'équipe de France. Rien que ça. Bon, il me reste encore 2 points à aborder, je fais assez vite, sur les structures institutionnelles féminines dans le sport. Alors on a vu la création de la WTA en tennis, pour régir le tennis professionnel féminin. C'est très bien, mais il y a peu de sports où c'est le cas, où on a un organe féminin séparé du sport masculin. C'est surtout le cas parce que dans la plupart des sports, ce serait pas pérenne financièrement. Le versant féminin, il aurait de la peine à survivre sans les apports financiers du versant masculin. Mais du coup, en conséquence, le sport féminin, il est toujours régi par des fédérations et des dirigeants masculins. Il est toujours subordonné au sport masculin. Et ça, je suis pas certain que ça serve les intérêts du sport féminin dans tous les cas. Enfin, on peut terminer en abordant la présence de femmes dans des postes à responsabilité dans le sport, en disant que malheureusement le sport féminin est plutôt dirigé par des hommes et que du coup le sport en général est aussi plutôt dirigé par des hommes. En France par exemple, selon les chiffres de l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, en 2022, sur 119 présidents des fédérations sportives françaises, seuls 19 étaient des femmes. Et sur 302 entraîneurs nationaux, donc d'équipes nationales de divers sports, seuls 11% étaient des femmes. Alors c'est des chiffres qui sont en augmentation, mais qui restent toujours assez maigres. On avait sinon parlé du CIO, avec une parité dans les membres qui en font partie, 50% de femmes, 50% d'hommes. Le truc, c'est que pour atteindre de tels chiffres, certains chercheurs estiment qu'il a fallu mettre en place des quotas. Alors c'est très bien, on favorise la participation des femmes dans ces instances dirigeantes, mais ça fait que certaines femmes membres sont parfois moins qualifiées que leurs homologues masculins. Par exemple, une membre peut être une ancienne sportive et désormais enseignante d'éducation physique dans son pays, tandis qu'en face, l'un des membres peut être l'un des bras droits du chef d'État de son pays. On peut alors se douter de qui prendra le dessus sur un débat, qui sera le plus écouté et qui décidera des orientations du sport pour demain. Après avoir donné tous ces exemples, je pense qu'on peut conclure que le sport féminin est clairement en train de se développer, il faut pas le nier, avec un déclencheur venu des années 70, avec cette révolution initiale dans le tennis. Mais que cette révolution, elle est que partielle, et que le fossé entre sport masculin et féminin est encore grand, le chemin est encore long. Chers auditeurs, c'est ainsi que cet épisode de Sportivement Vôtre s'achève. Il était quand même assez long, donc je vous remercie infiniment si vous avez écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir en écrivant un commentaire sur Instagram ou sous l'épisode et à soutenir la chaîne un maximum. Pour ce faire, rien de plus simple, vous pouvez vous abonner, suivre la chaîne sur Instagram, @sportivementvôtrepodcast et surtout en parler autour de vous. Ça ferait vraiment super plaisir. On se retrouve vite, Sportivement Vôtre, ciao.